أنا جيت سعيد لتقديم مع هذا الندوة حول لقاح للمكورة الرئوية بنوموكوك مع أستاذ سيدي عبد الرحمن عبيد، اللي هو تسبب لي في هادشي ديال ديفيسيت immunitaire صافتني في 1997 لفرنسا. وهذه مناسبة كذلك باش نشكروا الجمعية ديال طب الأطفال ديال فاس على هذا الموعد المهم جدا في التكوين الطبي، في ربط أواصر المحبة ما بين الأطباء، طبيبات، أطباء الأطفال، و يعني تبادل الآراء. إذا الآن قبل من نعطي الكلمة للأستاذة نعيمة الحافظي غادي نقدمها، وغادي نطلب منها باش تطلع المنصة. في انتظار أنايا غادي نقدمها الأستاذة نعيمة الحافظي، أستاذة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن سينا، كلية طب الصيدلة بالدار البيضاء، جامعة الرباط. واجي معنا شوية ما غاديش جامعة محمد الخامس. أستاذة نعيمة الحافظي عندها اهتمام كبير بالأمراض الصدرية والحساسية، كتعمل في مصلحة الأستاذ شفيق مهراوي اللي كيطوروا الأمراض التعفنية والأمراض الجهاز التنفسي. أستاذة نعيمة حافظي كذلك مهتمة بزاف بضعف المناعة الأولي، هي عضو في المكتب الوطني للجمعية المغربية لضعف المناعة الأولي Moroccan Society for Primary Immune Deficiencies، وتجمع ما بين المناعة وطب الأطفال، ولذلك فهي جد مؤهلة لتتكلم عن التلقيح اللي هو أساسا المناعة والتمنيع ضد هذه الجرثومة بين قوسين الخبيثة، لأنها هي السبب الأول في وفيات عند الأطفال قبل من 5 سنين. ما نطولش عليكم، وكنطلب من الأستاذة الحافظي تشاركنا المعلومات اللي محينة حول هذا الموضوع. تفضلي أستاذة. السلام عليكم. شكرا أستاذ Ahmed Aziz Boustraiha. Je tiens à remercier l'Amicale des pédiatres de Tanger d'avoir organisé cette première manifestation. Fès, pardon, Fès. C'est l'affiche qui m'a induite en erreur. Alors, pour nous avoir réunis après cette pandémie, enfin après, j'espère que c'est la fin de la pandémie, pour un congrès présentiel dans une ambiance conviviale. Alors, on s'est concerté avec les organisateurs pour parler surtout du terrain à risque d'infection invasive à pneumocoque qui nécessiterait une pensée, une vision particulière par rapport à sa vaccination. Alors, c'est juste pour dire que le pneumocoque ainsi que les méningitis restent les 2 bactéries méchantes qui sont responsables de septicémie bactérienne. Comme l'élucide très très bien cette étude qui a montré que dans les septicémies, il y a 2 bactéries qui émergent, surtout le streptocoque et le méningocoque. Bien que la vaccination avait amélioré la situation de nos infections bactériennes, et je donnerai les premiers exemples de l'hémophilus influenzae en matière de méningites bactériennes, vous avez aussi la vaccination qui a amélioré le pronostic et l'évolution de ces malades. Et là, j'ai un exemple d'un pays européen, qui est le Danemark, qui a montré sur une cohorte d'enfants qui ont été vaccinés des constatations assez intéressantes. Alors, vous allez regarder avec moi le premier diagramme qui montre la vaccination des enfants après le premier vaccin conjugué qui a été initié à cette vallon, la diminution vraiment importante du nombre des cas d'infection invasive à pneumocoque. Et regardez en parallèle cet effet qui a été observé chez les adultes, bien sûr moyennant l'effet herd immunity ou l'immunité de groupe. Après, il y a eu des constatations, c'est l'apparition de certains sérotypes qui ne sont pas contenus dans le vaccin à cette valence, d'où
la production d'un autre vaccin qui a essayé d'élargir ses valences en ajoutant 6 valents pour accéder au vaccin PCV13 et qui a eu le même effet avec l'apparition d'autres sérotypes vaccinaux. J'ai le plaisir de vous présenter aussi nos statistiques, même si elles sont ponctuelles, elles sont assez intéressantes. Et c'est celle de l'enquête monocentrique qui a été menée à Marrakech par l'équipe de M. le professeur Bouskalawi. Et vous voyez l'instauration de notre vaccin en 2010, puis après le vaccin PVC10, qui a montré la diminution importante des infections invasives à pneumocoque et qui montre en fait l'efficacité des 3 vaccins en matière d'éradication des infections invasives. En parallèle, parce que c'est une étude qui a permis de revoir et de regarder les sérotypes qui sont impliqués dans ces infections invasives à pneumocoque, on a presque les mêmes constatations. Donc, la diminution des sérotypes vaccinaux et la réapparition d'autres sérotypes non vaccinaux qui ne sont pas couverts par ces vaccins. Donc, ces études, qu'est-ce qu'elles montrent en fait? Ces études montrent que les différents sérotypes qui provoquent l'infection à pneumocoque ne sont pas tous égaux en matière de l'installation et des syndromes cliniques et de l'importance de la gravité des syndromes qui sont provoqués. Il y a ceux qui entraînent des méningites, il y a ceux qui entraînent des infections pulmonaires ou des bactériémies. Ils ne sont pas égaux en matière de résistance bactérienne, ils ne sont pas égaux en matière de leur pouvoir de progression du portage rhinopharyngé vers l'infection invasive. Et il y a le phénomène de remplacement sérotypique qui apparaît à chaque fois qu'on instaure une vaccination à des valents très larges. Et dans ces constatations cliniques, il y a toujours un groupe de malades chez qui on a besoin d'une vision un peu particulière ou d'une prise en charge particulière, c'est les enfants qui ont une comorbidité associée. Alors, je reviens vers l'étude qui a essayé de revoir les septicémies bactériennes qui ont été faites sur une étude multicentrique en Europe. Et on retrouve parmi les malades qui sont atteints, c'est les enfants moins de 1 an, et plus particulièrement, les 65% de ces enfants moins de 1 an, ce sont des nouveau-nés et des prématurés. Ce n'est pas des constatations nouvelles, puisque c'est une étude assez récente, en 2018. C'est des constatations qu'on a vues au fil des années par rapport aux infections bactériennes, comme l'atteste le réseau EpiBac français, qui montre qu'en fait, qu'il y a une vulnérabilité des extrêmes d'âge par rapport aux infections bactériennes invasives. Et donc, pour l'enfant, les moins de 1 an représentent plus le 1/4 des enfants qui sont susceptibles à faire des infections bactériennes, en l'occurrence aussi pneumococciques. Voilà, il y a une équipe britannique, l'équipe de CNET, qui s'est intéressée à étudier surtout ces enfants de moins de 1 an et de présenter les caractéristiques de ces petits qui sont susceptibles de faire des infections invasives à pneumocoque. Et vous allez voir que sur 3 ans, ils ont colligé 517 infections invasives à pneumocoque. Donc, 90% de ces enfants sont des enfants qui sont nés à un âge gestationnel de 37 semaines. C'est des prématurés, avec une incidence de 49 pour les enfants prématurés par rapport à 17 sur 100 000 enfants colligés dans cette étude. Plus encore, le risque de faire une infection invasive à pneumocoque est multiplié fois 2,8, presque 3 fois, quand c'est un enfant qui est pendant le premier mois de vie et surtout pendant les 2 premiers jours. En résumé, en fait, le prématuré est très susceptible à faire des infections invasives à pneumocoque et ces infections ont été retrouvées avec des sérotypes aussi bien retrouvés dans les vaccins que les sérotypes non couverts par les vaccins. Alors, quelques explications pour comprendre pourquoi ces enfants, ces nouveau-nés, ces prématurés sont très susceptibles aux infections invasives à pneumocoque. Il y a bien sûr l'immaturité immunitaire, ça on le reconnaît, mais il y a aussi, le retard de mise en route d'une immunisation. C'est souvent des bébés qui sont en élevage, ils sont à 2 mois, 3 mois dans nos unités de soins intensifs, aux unités de néonatologie, et on oublie souvent de commencer la vaccination et qu'ils sont éligibles à une vaccination qui doit commencer par rapport aux différentes infections. Et on pense, il y a une ignorance par rapport aux praticiens pour commencer la vaccination par rapport à ces nouveau-nés et ces prématurés. En parallèle,
c'est pour cette raison que l'OMS a instauré une dose supplémentaire pour le vaccin anti-pneumococcique pour tous les nouveau-nés de petits poids de naissance et les prématurés par rapport, en ajoutant 3 doses avant la première année de vie, avant la fin de la première année de vie. Alors, parmi les facteurs de risque, il y a les comorbidités qui sont impliquées et qui rendent les enfants, et l'adulte aussi, vulnérables aux infections pneumococciques. Il y a cette étude britannique qui a quand même colligé, qui a fait une étude cas témoins avec des groupes sans risque et d'autres avec risque. Et ils ont comparé l'ensemble de ces malades. L'incidence des infections pneumococciques sévères était 11 fois, je vais prendre j'arrive pas à utiliser le pointeur, je vais prendre le pointeur laser, et vous allez voir que le risque de faire une infection invasive à pneumocoque, vous arrivez à voir, est presque 11 fois plus important chez les enfants qui ont une comorbidité par rapport aux enfants qui n'en ont pas. Ces comorbidités ont été déployées et stratifiées en dysfonctionnement de la rate, les maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiaques, les maladies rénales chroniques, les maladies hépatiques, le diabète et les malades sous immunosuppression et bien sûr les malades infectés par le VIH. Dans cette cohorte, on a regardé aussi par rapport à l'incidence d'infections invasives à pneumocoque, regardez, les maladies hépatiques chroniques sont des enfants. C'est un facteur de vulnérabilité par rapport aux infections pneumococciques, ainsi que l'immunosuppression. Ça, en matière d'incidence. En matière de mortalité, le taux de mortalité est très élevé chez un groupe de malades, dont surtout les malades qui ont une immunosuppression, ou bien des malades qui ont une pathologie respiratoire chronique, et toujours ressort les maladies hépatiques chroniques qui sont un facteur de risque important d'infection invasive à pneumocoque. Une autre étude, cette fois-ci aux États-Unis qui a été très très large puisqu'elle a colligé tout un groupe. Regardez le nombre de malades qui ont été impliqués dans cette cohorte et ils ont essayé de comparer les malades qui sont à risque, qui ont une comorbidité, et les malades qui n'ont pas de comorbidité. En dispatchant entre deux groupes, les enfants moins de 5 ans et les enfants de plus de 5 ans, et ils ont stratifié sur des catégories de haut risque et de bas risque. Les hauts risques, selon leur définition, c'est surtout les malades asthmatiques, les malades qui ont de cardiopathie congénitale, les malades qui ont une pathologie respiratoire chronique, les malades sous corticoïdes. Et dans ce groupe, on retrouve toujours l'hépatopathie chronique comme facteur de risque important d'infection invasive, avec un autre ratio qui est très élevé, une fréquence de 134 atteintes par 100 000 habitants. En matière de malades à très haut risque, on retrouve l'insuffisance respiratoire chronique, le déficit immunitaire congénital, les maladies hématologiques, surtout celles de la phagocytose des globules blancs, et les malades sous immunosuppresseurs. Alors, je vous demande de regarder un peu les implants cochléaires qui représentent le facteur de risque le plus important d'infection invasive à pneumocoque, notamment les méningites. J'insiste parce que notre pays est en train de sujet à une campagne d'implants cochléaires, et donc c'est des malades qu'il faut vacciner bien avant l'acte chirurgical. Ce risque, d'après cette étude-là, et d'autres études aussi, s'aggrave quand on a 1 ou 2 ou 3 facteurs de risque, 3 comorbidités qui se cumulent, qui peut entraîner jusqu'à 10 fois le risque d'infection invasive à pneumocoque. Je vais parler un peu de quelques cas cliniques. Voilà la petite Nadia qui est âgée de 15 ans, qui est admise au service pour détresse respiratoire avec une histoire de dyspnée sifflante à répétition. Et dans son histoire clinique, on retrouve des bronchopneumopathies à répétition, un intervalle intercritique asymptomatique et traité pendant des années par des généralistes et des spécialistes comme un asthme sans bonne évolution. En fait, quand on reprend l'interrogatoire, c'est des otites à répétition aussi associées, une constipation, des épisodes de diarrhée. Et là, on est entre 2 diagnostics. Donc, il faut penser à rapidement investiguer, c'est la mucoviscidose et le déficit immunitaire primitif.
une petite chez qui on n'a pu faire qu'une étude génétique qui a confirmé le diagnostic. Ça, ces malades-là sont un facteur de risque important d'infection invasive à pneumocoque. La problématique, c'est que c'est des malades qui sont sous-diagnostiqués. En plus, quand ils sont même diagnostiqués, la prise en charge par rapport aux infections invasives à pneumocoque est très insuffisante. Comme l'atteste cette étude qui a été menée par le Centre de compétences de mycoviscidose en France, par notre amie Isabelle Gaudelus, avec son équipe, et qui ont montré que sur 134 enfants atteints de mycoviscidose, 50% de ces malades ne sont pas vaccinés par le vaccin antipneumococcique polysaccharidique après l'âge de 2 ans. L'autre moitié n'a pas été vaccinée. Le taux de couverture vaccinale aussi à l'âge de 6 ans est seulement de 71% et qui est à peu près de 62% à l'âge de 14 ans, alors qu'ils devaient être vaccinés contre l'hépatite A, le pneumocoque et la varicelle. Donc il ne suffit pas d'émettre des recommandations, il faut que les praticiens soient au courant de ça et bien sûr ils mettent en œuvre cette application. Voilà, notre cas, c'est le petit Houssam qui est suivi pour asthme depuis l'âge de 3 ans. Il arrive chez nous dans un tableau de détresse respiratoire. Finalement, on retrouve une dextrocardie à l'auscultation clinique et puis une radio qui montre un situs inversus, des failles de dilatation de bronches éparses et bilatérales, une panne-sinusite chronique et puis un syndrome restrictif, tout ça en faveur d'un syndrome de Carter-Jenner. C'est une situation clinique, un facteur de risque d'infection invasive à pneumocoque. Voilà une étude suédoise qui montre exactement que les pathologies respiratoires chroniques est un facteur très important d'infection invasive à pneumocoque. C'est une étude 4 mois qui a retrouvé qu'en fait, on est à risque d'infection invasive à pneumocoque quand on a une bronchopneumopathie chronique obstructive qui est de 4 fois plus important par rapport aux patients normaux. On a un risque de faire une infection invasive à pneumocoque quand on a un asthme et ce risque est multiplié par 5 quand on a une fibrose pulmonaire. Moi, j'ai été étonnée par rapport à l'asthme comme facteur de risque d'infection invasive à pneumocoque, dont je vous l'ai dit. Et ces études-là ont montré, il y a une étude aussi américaine qui a montré que l'asthme est un facteur de risque d'infection invasive à pneumocoque, comme l'attestent ces études qui ont montré que les enfants entre 5 et 17 ans qui ont un asthme sévère sont 10 fois plus susceptibles de faire une infection invasive à pneumocoque, surtout quand ils sont sous corticothérapie orale supérieure à 30 jours. Et donc, l'enfant peut risquer de faire des infections invasives à pneumocoque. Une autre étude avait essayé de retrouver est-ce que l'asthme est un facteur de risque d'infection invasive à pneumocoque. Ils ont comparé des cas par rapport aux cas témoins. Regardez le cas témoin 10 fois plus important que les cas, les enfants asthmatiques. Et ils ont défini les high risk asthma, c'est les malades qui ont nécessitent une thérapeutique assez importante, déterminée au step 4 ou 5 de GINA. Et c'est des malades qui ont un risque 2,6 fois de faire une infection invasive à pneumocoque par rapport aux enfants sains. Ce risque d'infection invasive à pneumocoque est beaucoup plus important quand l'asthme est associé à une comorbidité et surtout à une corticothérapie orale. Et l'étude univariée dans cette analyse a permis de retrouver que l'asthme est un facteur indépendant d'infection invasive à pneumocoque. Voilà une autre étude aussi américaine qui a montré que la même chose, sur 1052 infections invasives à pneumocoque, on a surtout les malades immunodéficients et les maladies respiratoires chroniques comme facteurs de risque d'infection invasive à pneumocoque. Dans ces études-là, montrent que les infections invasives à pneumocoque entraînent une mortalité importante, surajoutée par rapport aux comorbidités et en comparant aux malades sains, aux enfants sains, et que les sérotypes qui ont été inclus dans les vaccins conjugués sont beaucoup plus prévalents comme cause d'infection dans ces maladies.
J'ai une autre situation clinique qui est aussi importante que les autres, c'est notre petit Oussama qui est suivi pour une drépanocytose homozygote. Il a déjà un antécédent de pneumopathie il y a 1 an, qui a été traité par voie intraveineuse. Ça veut dire que ça a nécessité quand même une hospitalisation, elle a été assez sévère. Et il reconsulte pour fièvre, toux, douleur abdominale. Il arrive à l'hôpital, désaturation, donc une détresse respiratoire sévère, une déglobulisation à 5 grammes, transfert en unité de soins intensifs, intubé ventilé, il s'en est sorti moyennant une antibiothérapie. La culture, l'hémoculture retrouve un streptocoque pneumoniae. Cela revient aux problématiques des drépanocytoses qui sont en fait très susceptibles. Avant l'instauration du vaccin les vaccins antipneumococciques conjugués, ces malades-là étaient 600 fois plus à risque de faire une infection invasive à pneumocoque, avec un risque de mortalité très, très important. Après l'introduction des vaccins conjugués, tout type confondu, cette incidence a diminué de 49 a diminué, mais elle reste toujours élevée, 40 fois plus importante de risque de développer une infection invasive à pneumocoque et 5 fois plus de risque de mortalité causée par ce vaccin. La plupart de ces infections sont provoquées par des sérotypes qui ne sont pas contenus dans le vaccin anti-pneumococcique. Voilà une autre étude, en fait c'est une méta-analyse de 16 publications qui a montré qu'au total de 161 enfants ayant une infection invasive à pneumocoque, le taux de mortalité rejoint 11,2%. Ça veut dire que la vaccination antipneumococcique n'est pas assez suffisante pour ces malades et il faut bien codifier cette prise en charge. Une autre situation clinique, c'est l'utilisation des drogues immunosuppresseurs, que ce soit la corticothérapie, la chimiothérapie, les corticoïdes, les immunosuppresseurs, sont des situations qui rendent les enfants très vulnérables aux infections invasives à pneumocoque, comme l'attestent ces études norvégiennes avec des cas témoins et qui a retrouvé que l'utilisation des immunosuppresseurs et même des corticothérapies, de la corticothérapie orale, était un facteur de rend les malades très vulnérables aux infections invasives à pneumocoque. Je rappelle que 40 mg de prednisolone ou de prednisone pendant 15 jours est suffisante pour rendre les lymphocytes très diminués et rendre un adulte et un enfant immunodéprimé par rapport à ça. Une autre situation, c'est le syndrome néphrotique. C'est une situation très courante et on connaît très bien la physiopathologie du syndrome néphrotique avec les déperditions en protéines, en immunoglobuline et les anomalies en complément qui l'accompagnent et qui rend cet enfant très immunodéprimé, associé aux immunosuppresseurs corticoïdes. Tout ça concourt à diminuer son immunité, à le rendre très vulnérable aux infections pneumococciques et qui nécessitera une prise en charge assez particulière. Les enfants vivant à le VIH, on le reconnaît, c'est la première cause d'insuffisance respiratoire aiguë par infection pulmonaire à pneumocoque, première cause d'hospitalisation et qui survient quel que soit le taux de CD4. Et c'est le premier germe isolé, quel que soit le taux de CD4, et l'infection pulmonaire est généralement multilobaire. Et des fois, c'est difficile de retenir le diagnostic si on n'a pas de bactériologie qui accompagne. Une autre situation clinique, c'est Marouane, qui est âgée de 22 mois, qui atterrit chez nous pour une dyspnée sifflante. Elle a des antécédents d'atopie familiale, un intervalle intercritique qui est quand même symptomatique et qui a une détresse respiratoire, un disque retard staturo-pondéral. Plusieurs diagnostics ont été évoqués et on retient un déficit en anticorps, en IgA, avec des IgG de base. Regardez, elle commence déjà à 22 mois à avoir épaississement bronchique avec début de dilatation de bronches. Et c'est toute la problématique des malades qui ont un déficit en anticorps parce qu'ils ont une mauvaise réponse aux vaccins, surtout le vaccin polysaccharidique, et ils ont une réponse un peu plus meilleure qu'aux vaccins conjugués, mais ils restent très vulnérables aux infections. D'ailleurs, c'est l'un des moyens de faire le diagnostic des déficits en anticorps en utilisant la réponse aux anticorps par vaccination, par un vaccin conjugué. Et cela nous amène à
à la recherche d'un déficit immunitaire pour un premier épisode d'infection invasive à pneumocoque. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette revue de la littérature qui a pris des articles depuis 1948 jusqu'en 2019. Et dans la conclusion, c'est la nécessité d'une évaluation immunologique pour tous les enfants de plus de 2 ans quand il fait même un premier épisode d'infection invasive à pneumocoque, et ça nécessiterait la recherche de déficit en anticorps, la recherche de déficit en complément, la recherche de voies de signalisation toll-récepteur et la recherche de déficit dysfonctionnement splénique. Toujours en parlant du déficit immunitaire, j'ai le plaisir de vous présenter le petit Amine qui est admis pour bronchiolite. Mais en fait, c'est une bronchiolite qui n'est pas comme toutes les autres bronchiolites, puisqu'il faisait des bronchopneumopathie à répétition depuis l'âge de 6 mois, mais il a des antécédents. Regardez le nombre de décès de la fratrie par des infections et très tôt dans la vie. On fait une numération, on retrouve une lymphopénie. Donc, c'est un déficit immunitaire combiné sévère. Ce n'est pas ça l'objectif de cette présentation. C'est notre premier malade qui a bénéficié d'une greffe des cellules souches hématopoïétiques à l'hôpital d'enfants, sous la direction de M. Tab, ici présent. Voilà sa photo à l'âge de 2 ans, hein, tout souriant. Il va bien. Aujourd'hui, il a 4 ans et demi. Il y a une revaccination, puisque la mémoire immunitaire a changé grâce à la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Pourquoi je vous en parle? Parce que je pense que ça va démarrer chez nous, au pays. La greffe des cellules souches hématopoïétiques est en vogue. Et Inch'Allah, on va le réussir parce que la demande y est. Le plus important de tout ça, c'est qu'après greffe des cellules souches hématopoïétiques, il faut une revaccination. Et cette vaccination est très efficace en matière de pneumocoque parce que, regardez cette étude, même s'il est ancienne, elle intéresse le stade Valent, c'est parce qu'elle a essayé de retrouver les réponses anticorps par sérotype. Et on a vu, à partir de la 3e injection, la réponse est très intéressante. Il faut aussi insister sur la vaccination de l'entourage. Donc, grosso modo, ces études de cohorte ont permis de discerner 2 groupes de malades. Des malades à faible risque, le risque est entre 2 à 10 fois de développer une infection invasive à pneumocoque, et des malades dont le risque très élevé de 10 à 50 fois de développer une maladie. On va les voir en détail, ce sont ceux-là. S'il vous plaît, 3 minutes. C'est bientôt, hein, je pense qu'on va y arriver. Enfin, à haut risque, c'est surtout les patients immunodéprimés, les aspléniques et les hypospléniques, les déficits immunitaires héréditaires, les patients infectés par le VIH, les enfants sous chimiothérapie pour tumeurs solides ou hémopathie maligne, les transplantés d'organes, les greffes des cellules souches hématopoïétiques, les enfants traités par les immunosuppresseurs, biothérapie, corticothérapie pour une maladie auto-immune inflammatoire chronique, les patients atteints de syndrome néphrotique, les patients présentant une brèche ostéoménagée et les candidats aux implants cochléaires. C'est une liste qui intéresse toutes les spécialités pédiatriques. Ceux qui sont à faible risque, c'est surtout les insuffisances d'organes ou l'asthme sévère sous traitement continu. Alors, pour réussir cette vaccination, il faut entreprendre quelques mesures. La première mesure, c'est associer une vaccination antigrippale, et les études ont discerné deux vaccins importants pour tous les malades qui sont à risque avec une comorbidité, le vaccin antipneumococcique, le vaccin antigrippal. Et ces 2 vaccins, on est à l'heure du Covid, seraient, voilà une étude qui est très récente qui montre que la vaccination contre ces deux germes permet de protéger contre les infections graves à Covid. Donc je reprends l'étude de Yeldemir pour vous montrer que même après vaccination, il y a la problématique des sérotypes qui émergent et qui ne sont pas couverts par les sérotypes vaccinaux. Et là, vous avez une très belle étude qui montre la distribution du sérotype dans l'infection invasive à pneumocoque chez les enfants de 5 à 15 ans avec sans comorbidité. Et là, on retrouve les sérotypes chez les malades avec comorbidité qui sont des sérotypes de tout type, y compris des infections invasives du portage rhinopharyngé, ce qui implique l'élargissement du spectre en utilisant aussi le vaccin polysaccharidique.
On le connaît depuis très longtemps, depuis 1970, le vaccin polysaccharidique, c'est un vaccin thymo-indépendant qui induit une prolifération de lymphocytes B et du coup une mémoire qui est immunitaire qui est très faible après déplétion des lymphocytes B et elle est insuffisante avant l'âge de 2 ans. C'est pour ça qu'on conjugue au vaccin polysaccharidique une protéine pour faire impliquer le lymphocyte B dans cette réponse immunitaire. Le lymphocyte B va rendre ces réponses immunitaires plus robustes, avec une meilleure activité fonctionnelle, une bonne réponse mémoire, une réponse immune au niveau des muqueuses rhinopharyngées et bien sûr une action sur la réduction du portage rhinopharyngé. Autre mesure à faire, c'est surtout il faut commencer par un vaccin conjugué avant de donner le vaccin polysaccharidique parce que cette succession va permettre une réponse mémoire IgG2 plus intéressante. Maintenant, quels sont les schémas vaccinaux proposés? C'est très variable d'un pays à un autre en fonction de leurs moyens et en fonction de leurs possibilités. Pour la CIP, aux États-Unis, ils ont discerné entre risque très, très élevé et risque faible. En France, le Haut Conseil de santé publique en France, pour question de simplification, il a donné des recommandations pour tout groupe confondu, à commencer par le prématuré, comme on a dit tout à l'heure, une dose supplémentaire avant la première année, et puis pour les malades qui ne sont pas vaccinés, des protocoles de telle sorte à leur donner une dose de vaccin conjugué le plus large possible, suivi 8 semaines après du vaccin polysaccharidique avec des protocoles thérapeutiques en fonction de ce que le malade a reçu ou pas un premier vaccin. Quelle est la position de l'OMS? L'OMS n'a pas trop parlé des enfants avec comorbidité. Elle a cité seulement les nouveau-nés et les enfants qui ont une drépanocytose et ceux qui sont infectés par le VIH en recommandant une dose supplémentaire. Donc tout ça persiste, le problème de remplacement sérotypique. Plus on élargit le vaccin, réapparaît d'autres sérotypes, comme ce jeu de Whac-A-Mole. Maintenant, les perspectives, c'est vers l'élargissement des vaccins conjugués, voire même jusqu'aux 24 valents, ou bien l'utilisation de protéines pneumococciques pour créer d'autres vaccins en développement. Donc, en conclusion, les enfants avec comorbidité ont été oubliés dans notre prise en charge. Et je pense que par rapport à l'infection invasive, il faut essayer de diminuer ce risque et de diminuer cette mortalité en préconisant cette conception de vaccin conjugué suivi par un vaccin polysaccharidique. Le schéma est très simple, il suffit surtout de le recommander et les malades sont très demandeurs. Voilà, je termine en vous invitant à notre congrès de l'American Society of Primary Immunodeficiency qui est tenu en hybride le 11 et le 13 novembre 2021. Et soyez nombreux, il y a des choses très intéressantes qui vont venir et qui sont discutées, entre autres la vaccination aussi. Merci. Bien, excellente présentation, comme d'habitude, Stada Hafida. اسمح لنا هضرنا معك بالفرنساوية وانت مغربية عزيزة. على أي حال ملاحظات جد مهمة بخصوص هذا اللقاح هذا. حنا كنتذكروا على البنوموكوك يعني ميكروب خبيث. السبب الأول في الوفيات أقل من 5 سنين. مزيان. دابا الاستاذ حفيظي من اهم الامور اللي قالت لنا كاينين جوج ديال المجموعات ديال الاطفال اللي عندهم عوامل اختطار كبيره فاكتور او ريسك بجوجهم عندهم عوامل يعني كاين لا بوبولاسيون جينيرال الاطفال العاديين وكاين واحد جوج المجموعات عندهم العوامل الاختطار اكثر من الاطفال الاخرين. هاد جوج المجموعات ينقسموا وحده عندهم عوامل اختطار جد مرتفعه هما ضعف المناعه هما ما نساوش العلاج بالقشريات لي كورتيكويد لونكور خصنا نردهم البال كنستعملوه دواء مهم هي ولكن هذه خصنا نردوا لها البال. وواحد المجموعه اخرى حتى هما عندهم اكثر من العويدات العاديين ولكن قل من المجموعه الاولى ومن بيناتهم الربو. طبعا كاين الخداج لي بريماتوري. دونك هادو امور مهمه رسائل واضحه كنشكرك جدا جدا على هاد
طبعا كاين هناك اللقاح اللي خاصو يتستعمل. اللقاح ضد الزكام لا غريب مهم لانه لا غريب في لو لي دو كنترجموا هذه في لو لي دو لا بنوموني مورتيل. ولكن من جهه اخرى كذلك عندنا هذه الاشكاليه ديال 13 فالون مزيان الحمد لله، ولكن كيخصنا اكثر وحنا غاديين كيف قالت الاستاذه كاين 23 من بعد كنكملوا به. فوالا دونك رسائل مهمه جدا بحجج علميه قويه. ناخذ بعض الاسئله من عند زميلات والزملاء. وي استاذه كريم. استاذه كريم. Merci Madame Hafidi pour cette excellente présentation. Moi j'ai une question à propos si on a l'intention de traiter un malade pour une pathologie neurologique par exemple par une corticothérapie forte et qui va durer comme moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme par exemple les encéphalopathies épileptiques. Et effectivement, c'est une dépression immunitaire. Est-ce qu'il y a des précautions à faire, peut-être les vacciner avant, peut-être est-ce que vous proposez quelque chose pour eux? Oui, c'est une très bonne question. Il y a des situations de comorbidité qui nécessitent une urgence thérapeutique. À ce moment-là, on traite cette urgence thérapeutique et on vaccine. Il y a certains malades, par exemple les implants cochléaires, quand ils sont programmés, il vaut mieux commencer par une vaccination. Si on peut être le plus complet, ça serait un vaccin conjugué. 8 semaines après, le vaccin polysaccharidique à 23 valents. Et ça permet, au bout de 2-3 semaines, une réponse immunitaire qui permet de couvrir cette immunité. Après, ça dépend du praticien, du spécialiste et le degré de l'urgence par rapport à sa biothérapie, par rapport à la chimiothérapie et par rapport à l'immunodépression qui va commencer. Alors, par exemple, pour le syndrome néphrotique, on a déjà la maladie qui crée une immunodépression, donc il faut accompagner par une vaccination et commencer aussi la prise en charge, corticothérapie ou pas. Donc c'est une urgence, on ne peut pas attendre 8 semaines pour commencer une vaccination préventive. Deuxième question, Stade Silhamid Bouskaraoui. Salam alaikum. Un enfant normal n'a pas besoin de vaccin au-delà de 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'il a une immunité naturelle qui s'installe. Donc s'il est vacciné, nous ne sommes pas obligés de mettre à jour ces vaccins. Deuxième des choses, toute immunodépression, bien sûr, si le vaccin est vivant, va contre-indiquer le vaccin, mais comme c'est un vaccin tué, en général, l'immunogénicité va être diminuée. Et donc l'efficacité, l'immunogénicité du vaccin, d'accord, sera compromise. C'est pourquoi il faut éviter de vacciner dans des circonstances avec une corticothérapie, un traitement immunosuppressif qui va durer, d'accord, à partir d'un certain moment, et dont la dose est très importante, bien sûr, contre-indication. Là, lorsqu'il y a le traitement substitutif, comme l'insuffisance surrénalienne, là, on n'est pas obligé d'arrêter le traitement, il faut aller vacciner. Et donc, voilà, donc, le vaccin n'est indiqué, tout enfant normal qui ne présente pas d'immunodépression, en dehors de toute corticothérapie, en dehors de toute, s'il est à jour, on n'est pas obligé de le traiter, même s'il est épileptique, même s'il doit rajouter du vaccin ou non. Voilà. Nous avons encore 2 questions. Oui, professeur Alaoui. Félicitations, professeur Hafidi, pour cette excellente présentation. Ma question par rapport à ces enfants à risque, notamment ceux qui vont être splénectomisés, on fait l'injection et le rappel, et qu'en est-il des autres rappels, 5 ans après, 10 ans? Est-ce qu'il y a un calendrier vaccinal à respecter pour ces enfants au long cours? Alors, par rapport au vaccin antipneumococcique, s'il est vacciné par le vaccin conjugué, à partir de 2 doses, ça dépend de l'âge aussi, et s'il est antérieurement vacciné,
le vaccin conjugué, on n'a pas besoin de le répéter. Par contre, le vaccin polysaccharidique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il a une réponse qui est indépendante de lymphocyte T, donc elle n'est pas durable et elle n'est pas forte. Donc au bout de 5 ans, voire même certains auteurs disent 3 ans, l'immunité par rapport à ces sérotypes retrouvés dans le vaccin polysaccharidique diminue. Donc c'est pour ça la plupart des sociétés savantes recommandent de répéter la vaccination tous les 5 ans, surtout pour l'enfant. Pour l'adulte, c'est nuancé. Aux États-Unis, ils donnent une seule vaccination et 5 ans après, pas de rappel pour le vaccin polysaccharidique. Ustad Zarouali, dernière question. ومن بعد je vais donner le mot de la fin à Ustad ديالنا Ustad Zarouali, تفضل. Merci, شكرا سيد صديقي العزيز. Je vous félicite notre collègue professeur Hafidi pour cette intervention, cette présentation très intéressante. Et je tiens à remercier l'association des pédiatres de Fès pour l'invitation et pour pouvoir introduire cette thématique dans leur journée, que je dirais que c'est incontournable de ne pas parler d'une session concernant la vaccination anti-pneumococcique. C'est quelque chose d'actualité et restera toujours d'actualité. Alors moi j'ai plutôt un commentaire à propos de ce qu'il a dit notre ami professeur Hafidi. C'est plutôt il faut savoir qu'est-ce qu'il en est de l'épidémiologie en ce qui concerne ces sérotypes de pneumocoque dans notre contexte marocain, puisque nous sommes en train justement d'immuniser, de vacciner la population normale, et à partir de là, on pourra avoir aussi une idée sur les sérotypes qui pourraient être aussi chez les enfants à risque. Donc, d'une pierre deux coups, on pourra avoir une idée sur ces différents sérotypes en fonction de la stratification, en fonction de l'âge, en fonction des différents facteurs. Et c'est ça ce qui nous permettra d'avoir une idée beaucoup plus claire sur, lorsqu'on va vacciner, quels sont les sérotypes qu'on va toucher pour ces enfants et par la suite, bien sûr, chez les enfants à risque. Et c'est pour cela que là, je te salue. C'est Aziz pour le travail qu'on est en train de faire tous dans le cadre de la SOMIPEV. On est en train de faire une étude, justement un projet sur le sérotypage du pneumo et pour voir l'épidémiologie du pneumo à l'échelle nationale. Et je salue tous les participants à ce projet, les différents CHU et les différents laboratoires participants. J'espère que dans 1 année, 2 ans, on aura plus de données concernant cette épidémiologie, concernant notre données concernant le pneumocoque au Maroc. شكرا استاذ خالد الزروالي، تحيه للعميد بوسكراوي على هذا البحوث اللي كتنتج معطيات وطنيه بخصوص هذه التعفنات الخطيره، لانه ما عندناش معطيات وطنيه اللي يمكن عليها نبنيو قرارات في الوقايه خاصه بالتلقيح. قبل ما نعطي الكلمه للاستاذ عبيد، بغيت نقول 2 حوايج. كاين واحد هاد الافكار اللي قالت الاستاذه اللي عطاتهم بالحجج كبار. كاين واحد المقال مهم في المجله المغربيه لطب الاطفال، امراض الطفل، لا في ماروكان دي مالادي دو لونفون، على الوصايا ال10 لتلقيح الطفل اللي عنده هذا المشكل، ومنها كيفاش في صفحه واحده المقال اللي كنقدموا الاستاذ عبيد. الحاجه الثانيه، كاين واحد الطريقه مهمه وسهله ديال التلقيح ديال هاد الاطفال، واخا تكون المناعه ديالهم خايبه ماشي مزيان، طريقه بسيطه جدا وما كنديروهاش ونحميوهم مزيان. هو نلقحوا والديهم وخوتهم، داكشي نلقحوهم مزيان. يلا استاذ عبيد. Moi je profite de ta super spécialité d'immunologie immunitaire. J'ai vu le diapo de Madame Hafidi, je te félicite Madame pour ta présentation. Ça fait 10-11 ans, dans notre pays, on a instauré une vaccination généralisée de tous les enfants moins de l'âge de 1 an. 2 mois, on est passé à 2, 4, plus 12. Si on vaccine ces enfants,
c'est parce qu'il y a un risque. Le pneumocoque, c'est même un enfant normal, sans aucun facteur de risque, sans aucun facteur d'immunodépression, il risque de faire ce qu'on appelle des infections pneumococciques invasives sévères. La première infection que l'on connaît dans nos statistiques, dans nos études, c'est les méningites. En parlant de l'enfant immunodéprimé qui va faire 30, 40, 50 fois plus d'infections, bien sûr, quand on diagnostique ces enfants, la plupart des temps, c'est à partir des infections pulmonaires. Les infections invasives, ce n'est pas que les méningites, les septicémies, les infections pneumococciques, disons bactériémiques sévères, avec des complications. En parlant des infections déprimées, il n'y a pas que les infections pneumococciques pulmonaires. Ces enfants doivent aussi faire des septicémies, doivent aussi faire des méningites. Est-ce que vous avez l'idée de séries où on a autant de méningites, sinon plus de méningites que de pneumonie chez ces enfants-là? Parce que ces enfants-là, ils sont surinfectés, ils sont en permanence infectés, et le pneumocoque, l'hémophilus, bon, il y a d'autres germes, le Puccianic aussi. Est-ce que ces infections ne touchent que le poumon, ou touchent aussi le poumon et les méninges, comme pour les enfants qui sont immunocompétents? Alors, alors, si j'ai bien compris, votre question, c'est par rapport à l'incidence des infections méningées chez les enfants immunodéprimés. Alors, je n'ai pas d'idée par rapport aux deux séries qui montrent ça, mais vous avez bien dit qu'en fait, des malades font beaucoup plus d'infections pulmonaires, de septicémie aussi, un pneumocoque. Alors, les infections méningées, il y a une étude récente, pas chez nous, c'est une étude internationale qui a essayé de retrouver les infections invasives résiduelles après vaccination. Vaccination dans toutes les régions, que ce soit PCV 10 ou PCV 13. Ils ont retrouvé des infections méningées aussi importantes que les infections pneumococciques et qui sont dues à des valences qui ne sont pas contenues dans les vaccins conjugués qui ont été instaurés, en dehors de tout facteur de risque. Donc ça existe et ça va toujours existant. Mais par rapport aux immunodéprimés, pour vous répondre à cette question, il faut une autre revue de la littérature, une autre fois peut-être. Je ne sais pas si M. Bousfer a un élément de réponse. On avait réuni tous les microbes qu'on avait identifiés chez les patients immunodéprimés. جمعتهم الأستاذة فاطمة أيلال كنا قدمنا واحد المرة في المؤتمر المكورة الرئوية البنوموكوك كيجي في القمة ومن غير التهاب الصحية ما لقيناش بزاف. ما لقيناش. كاين اللي كاين هو الرئة أو التعفن الغازي الانفازيف. الانفكسيون انفازيف هي اللي عندنا والسبب الاساسي ديال الوفيات بحيث هذوك الوليدات تيجيو عندنا بعدا بنوموني كاين واحد القانون في طب الاطفال جوج البنوموني في عام واحد كيمكن لكم تقولوا 100% ما عندوش لي زونتيكور في الدم. اذا تاع الجواب الاستاذ الميناجيت قليله والبنوموكوك كاين في الدم بلا لا بنوموني ولا بنوموني الاولى هو اللي كيقتل الاول. شكرا. Est-ce que ceux qui font des méningites, certainement, ont des immunitaires à pneumocoque chez des enfants qu'on considère comme immunocompétents? Et on n'a pas eu le temps peut-être d'explorer, donc il faut voir leur histoire. غادي ناخذ واحد دقيقة أخرى تسمح لنا السيد الرئيس المؤتمر لأن مهم هذا السؤال هذا. في العمل اللي كيتقودو سوميبيف وتحيه عاوتاني مجددا للعميد بوسكراوي هو غادي نشوفوا هاد الانواع اللي عندنا ديال البنوموكوك في المغرب مزيان وفي نفس الوقت كاين البحث مرتبط به باش نقلبوا على ضعف المناعه اللي كيعطيه هاد التعفن وخاصه ضعف المناعه ديال المكمله لو كومبليمون et donc pour nous c'est très important mais sur le plan d'abord pratique. Premier épisode d'infection méningée à pneumocoque, à méningocoque, il faut faire un bilan immunitaire. Il y a deux groupes. Qui est le bilan, les déficits immunitaires classiques, mais les anticorps, ou le complément, le complément. Le deuxième groupe, le premier groupe, qui dit jamais les microbes الآخرين. Qui dit le pneumocoque, l'hémophilus, staphylocoque, كل شيء diarrhée, كل شيء. تسمون les déficits immunitaires classiques. كاين واحد النوع ثاني ديال لي ديفيسيت immunitaires اللي
ما كيدير حتى شي ميكروب، ولكن نهار يشدوا البنوموكوك مشى فيه. لي نوفو ديفيسيت immunitaire هو لو ديفيسيت en MAID 88 و إيراك 4. لاباس عليه. فوالا ميرسي. شكرا للاستاذ حيدة والفريق ديالو ديال المكتب ديال جمعيه اطباء فاس على الدعوه وعلى تنظيم هذه الجلسه المهمه، وهذا نقدروا نقولوا صله الرحم سيكون لك منها نصيب انت وفريقك، وشكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. Donc voilà.